Vous êtes nombreux au rendez-vous de votre magazine de chaque dimanche Info 7. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce numéro qui a le réel plaisir de recevoir pour vous. C'est quand même un habitué d'Info 7, mais qui se retrouve pour la première fois sur ces plateaux avec ma personne à la présentation. Il s'agit de Norbert Yamba, actuellement directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Eh bien, merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous avez bonne mine, c'est que ça se passe très bien à la vice-primature de l'Intérieur. Bonne mine, ça date de longtemps. Ah oui, hein, parce que ça fait quand même longtemps. Je pense que même les téléspectateurs ont constaté que ça fait longtemps que vous avez disparu. Certainement qu'il y a des personnes qui se posaient la question, mais où est-ce que vous êtes passé? Est-ce que vous êtes toujours avec la famille présidentielle, l'Union pour la démocratie et le progrès social? Certainement, j'ose croire qu'il y a eu beaucoup de questions. Voilà pourquoi je dis, vous avez bonne mine. Tout à fait, tout à fait. On est là et on continue à être là. Réduit au silence? Non, c'est un problème de travail. C'est pas la personne qu'on a connue à un moment. Non. Qui s'exprimait sur plusieurs questions d'actualité. C'est un problème de responsabilité. Ah et oui. donc, en tant que directeur de cabinet du vice-premier ministre, je dois pouvoir sélectionner les informations avant de les rendre publiques. Et donc, je ne suis pas appelé à me prononcer n'importe quand et à n'importe quand. Mais sinon, vous suivez quand même de près la situation sociopolitique de l'heure en RDC. Tout à fait, tout à fait. Je rappelle ici que vous êtes quand même un candidat malheureux. C'était dans la province du Sankourou. Et comment se porte votre province? Est-ce que ça va? Certainement que j'étais candidat gouverneur de province du Sankourou, ça c'est évident. On était 12 personnes, 12 candidats. Dans la course? Dans la course. Il y avait une seule personne, à la personne de gouverneur Lodi Gilles. Il est passé avec 15 voix et je l'ai suivi avec 7 voix. Et donc vous étiez en deuxième position? J'étais en deuxième position et le reste avait 0,000. Donc c'est une compétition de 12 personnes. Une personne a 15 voix, une deuxième personne a 7 voix, troisième personne 1 voix et le reste 0,000. Voilà. C'est que très clairement, j'ai été compétitif. Mais la politique a ses aléas, la politique a ses réalités, et voilà. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la gestion de votre province, si vous êtes satisfait? Parce que j'ose croire qu'en son temps, vous avez quand même eu un programme présenté pour le développement de cette province qui reste jusqu'à ce jour enclavée. Tout à fait, mais il faut reconnaître que notre province s'est toujours présentée comme problématique par excellence. Il y a pas mal de choses, pas mal de défis, etc. Mais nous, on a été en 2022, au mois de mai. Aujourd'hui, on est en 2023. Ça fait une année. Une année après. Et pour une province, 3 fois plus que la Belgique. 3 fois plus que la Belgique. 4 fois plus que le Rwanda. Oh là là. Donc c'est une province qui est presque un pays. J'allais dire un sous-continent. 104 000 km², plus que le Portugal, plus que le Luxembourg, plus que. Et donc, c'est pas n'importe qui peut prétendre pouvoir changer une telle province. Non seulement il faut avoir la vocation, mais il faut avoir la tâche pour pouvoir visualiser véritablement les enjeux. Mais il y a une année, ne suffit pas. Je ne peux pas non plus tenir rigueur à celui qui est là, parce qu'il n'a fait qu'une année. Or, tous les problèmes sont à l'état d'animalité zéro. Vous avez la question de l'électricité. Une province qui n'a même pas une route asphaltée. Bien entendu, bien entendu. La vie est chère, enclavée. Tout à pas fait. d'infrastructure. Il y a 6 territoires. Une année, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a 6 territoires. La moyenne du diamètre est de 300 km. Pour le territoire le plus éloigné, c'est 500-600 km du chef-lieu de la province. Et il faut se poser la question parce que donner l'électricité, donner l'eau, arranger les routes, construire des écoles, construire des centres de santé, des hôpitaux, etc. Ça nécessite des moyens. Et les moyens viennent naturellement de la mobilisation des ressources. Et ces ressources peuvent être véritablement les impôts et les taxes payés par les investisseurs. Ou les impôts payés par les fonctionnaires, encore que bon, voilà.
la moyenne de paiement, c'est... Mais quand même, la province de Sankourou est l'une des provinces qui a eu plusieurs personnalités politiques en République démocratique du Congo, des ministres, de directeurs généraux, n'en parlons pas. Mais on constate, est-ce que c'est un manque de volonté dans les chefs des natifs de ce coin? Vous savez, les pouvoirs, quand on les partage, il y a des gens qui ont véritablement le pouvoir. Mais il y a des gens qui sont dans la périphérie du pouvoir. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voudrais dire que je ne veux vraiment pas tenir rigueur à mes frères qui ont assumé des responsabilités. Ils étaient dans la périphérie du pouvoir. Lorsque vous comparez certaines provinces et leurs évolutions aujourd'hui, j'en ai la chance de les visiter, vous allez voir un individu en train de construire un immeuble, je ne sais pas d'autant d'étages, etc. C'est que très clairement, le vrai détenteur du pouvoir était peut-être à l'ombre. Mais ce n'est pas pour dédouaner mes frères. Certains ont assumé des responsabilités. Mais écoutez, lorsqu'on a une responsabilité, on est responsable politique, on n'est pas un programme. Hein. Le programme est réalisé soit par le gouvernement central, le gouvernement provincial ou le gouvernement local, à l'échelle de la ville. Mais il y a quand même des fonctions qui méritent aussi qu'on puisse faire des plaidoyers. Bien entendu, ouais. Bien entendu. Et comment expliquer que c'est maintenant qu'on voit, j'y étais quand même, et c'est maintenant que j'ai laissé qu'on commence à construire quand même une route? Ben, construire une route, non, mais écoute, c'est pas ça la performance. Mais je voudrais simplement dire qu'il est important, mes frères et sœurs, qui assument des responsabilités, qu'il faut faire voir votre présence au travers de votre capacité de plaidoyer. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On a 6 territoires et la moyenne, je prends le territoire de Lomela. C'est même dimension que la République du Rwanda. Et Lomela a aussi des potentialités. Je dis potentialités, pas des possibilités. Et lorsque on a des hommes et des femmes qui sont choisis pour assumer des responsabilités, il est très clair que chacun puisse véritablement s'investir pour convaincre d'abord et convaincre les autres collègues de manière à intégrer les différentes préoccupations, n'est-ce pas, dans le budget, dans les programmes, etc. Là, il y a des petits couacs. On n'a pas suffisamment observé des grands projets réalisés. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que... On a l'impression de voir qu'il y a un peu de tiraillement de temps en temps. On a les institutions qui sont à Lusambo, il y a l'ODIA, mais Lusambo qui est plus conclavé même que l'ODIA. Et que dans le fond, il semblerait qu'il y a toujours des tiraillements, mais finalement... Ça ne manque pas partout, ça ne manque pas partout, mais la démocratie elle-même, c'est la gestion des contradictions. Il faut que tout un chacun puisse avoir l'élégance. On dit quand les acteurs politiques ne s'entendent pas, disent les criminologues, il y a recrudescence de la violence et il y a prolifération de la pauvreté. Je crois qu'il faut que chacun tire des leçons pour dire que le bruit chasse les capitaux. Je me rappelle, avant que je ne parte pour Lusambo comme candidat gouverneur, j'avais des partenaires, des bailleurs, des partenaires techniques et financiers qui avaient intention véritablement d'intervenir dans un grand projet de plus de 450 millions. Mais qui sont répartis avec vous parce que vous n'avez pas été élu. Ils sont répartis avec vous? Bon, parce qu'ils doivent être rassurés, des hommes et des femmes qui sont capables de dérouler. Mais pour le bien-être de votre population, pourquoi vous n'avez pas voulu Non, j'ai tenté d'insister pour qu'effectivement ce projet puisse être au bénéfice de notre peuple. Mais vous savez, c'est une question de complicité entre le bailleur et la population. Et aussi une question de confiance. Lorsque vous vous retrouvez en situation où vous voulez assumer des responsabilités, surtout que la mégestion a élu domicile dans notre pays. Donc, lorsque vous libérez l'argent, il faut être sûr que cet argent devra servir à quelque chose. Et beaucoup ont hésité, en fait, parce qu'effectivement, je travaille avec eux plus d'une vingtaine d'années. Donc, il y a moyen aussi de rassurer. Je rappelle que vous êtes aussi dans les développements, de la gestion des projets, vous en avez bien quand même aussi l'expertise. C'est ça ma formation, c'est ça mon travail, avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine, avec l'Union européenne, tous les systèmes de nations. Prenons ce dossier, on se retrouve juste après pour un autre débat. Le matin, la journée, comme le soir, on ne fait qu'entendre ces bruits des moteurs. C'est le signe qu'il n'y a pas du courant électrique à Gombe, particulièrement dans la concession Mukuba Chabani, où se trouve la chaîne de télévision Congo Web.
Cette situation dure depuis 8 jours, déplorent les occupants. Bon, situation ya courant na biso awa na Wileri précisément awa na concession ya Congo Web courant eza ya kobeba makasi. Obanda début ya décembre til lelo to parcourir kana problème ya courant na cabine na biso eza na mode ezara awa. Donc cabine wana tozoyeba te soki basinge débit soki eza nini. Avec ces bruits des moteurs, difficile de se concentrer sur le travail dans la concession. La chaleur s'y invite, impossible même d'allumer les climatiseurs. La SNEL est interpellée. Jour nyonso tozozalaka molili na molili tocomprendre te bakobongisa lelo lobi bebe bakobongisa lelo prevara kutala bakabi bagroupe ndenge nyonso etandami awa kaka na makelele tolembi na makelele tozoyeba su te SNEL solution ya kotrouvele biso mpo asise hémorragie ya bagroupe oyo tokóma na SNEL moko ya courant moko ya bien na kati ya concession na biso awa. Cette situation est vécue dans cette partie de la capitale depuis janvier 2023, mais les factures de la SNEL, elles, y sont toujours déposées. Autour du Premier ministre, le comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique tant au niveau mondial que national. Et nous avons eu à constater qu'au niveau mondial, selon même un rapport d'Alconsel, que nous allons vraiment vers une baisse de la stabilité au niveau mondial économiquement parlant. On a pu faire aussi le constat que les attaques du Hamas sur l'État d'Israël a eu comme conséquence une augmentation du prix du baril de pétrole. Et donc ça risque aussi d'impacter les différents pays qui sont tributaires. Au niveau national, on a pu faire le constat de l'instabilité continue au niveau du taux de change ainsi que au niveau de l'inflation. Mais dans les discussions, on a aussi abordé la question de la diversification de l'économie qui va permettre d'arriver à une stabilité macroéconomique. Voilà, en règle générale, ce sont les points qui ont été abordés au cours de la réunion d'aujourd'hui. Social des Congolais, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, Norbert Yamba, dites-nous qu'est-ce qui a changé depuis. Beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé parce que d'abord ils sont nombreux, des problèmes qui doivent changer. Les moyens sont insuffisants, il faut le reconnaître. Et construire la cohérence entre l'ampleur des problèmes et les moyens insuffisants exige naturellement un minimum de raisonnement, un minimum de réflexion, parce qu'on risque de tirer des conclusions. Mais quand l'UDPS a accédé au pouvoir, vous avez donné espoir à la population congolaise, comme si vous allez changer les choses par un bateau magique. L'espoir a été donné, ouais. Mais la configuration institutionnelle a beaucoup compliqué les choses. Nous avons demandé à notre peuple de nous donner véritablement la majorité pour que nous puissions diriger ce pays. Ce sont des excuses que vous demandez déjà? Non. Alors nous avons été élus à la présidence. Entre-temps, le ventre affamé n'a point d'oreille. Nous avons été élus à la présidence. Mais nous n'avons pas eu suffisamment de voix aux législatives. Or, l'architecture institutionnelle souhaiterait que qui peut diriger le gouvernement, qui a un devoir de redevabilité vis-à-vis du Parlement, il faut avoir la majorité. Et nous n'avions pas ça. C'est comme ça que nous avons été obligés, dans la triste même obligation, de négocier avec FCC. Et nous avons eu un Premier ministre qui est venu du FCC. Donc 65% des ministres sont venus du FCC. Et voilà, nous nous trouvons en situation où nous avons la minorité des hommes et des femmes qui viennent... C'est ce qui vous a empêché à donner du courant, à donner de l'eau à la population congolaise? 2 ans durant de cette alliance, ça nous a beaucoup préjudicié. Parce que la rapidité au niveau des décisions, la libération au niveau des ressources qui doivent véritablement répondre à certaines préoccupations. Vous l'avez dit et vous les connaissez, vous les savez. Ce n'était pas si facile. Il fallait une intelligence politique additionnelle du chef de l'État pour qu'on puisse reconfigurer cette structuration. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous êtes en train de dire là rassure réellement cette population qui a faim jusqu'aujourd'hui, qui n'a pas de courant, qui n'a pas d'eau? Nous ne faisons pas la politique politicienne.
il faut y mettre un peu de la réflexion. J'ai dit que 2 ans durant de perdu. Non, excusez, madame. 2 ans de perdu. Il faut changer véritablement la configuration institutionnelle. Et avec les 2 ans ici, le président est en train véritablement de tenir une torche où il éclaire l'avenir. Les questions sont spécialement bien explicitées. Le PDL, 145 territoires, montre très clairement qu'au niveau de chaque territoire, il y en a 145. Ouais. L'électricité, la question de l'électricité est prise en charge. La question de l'eau est prise en charge. La question de route est prise en charge. L'agriculture, la santé, l'école, tout c'est pris en charge. Pour un programme de 1,660 milliard. Mais les signaux forts, on a besoin de signaux forts. Bien entendu. Oui, la population en a besoin. Mais vous ne suivez pas de temps en temps quand on balance, parce qu'en réalité, nous étions à 31% des taux d'exécution. Parce que cet argent, ce ne sont pas les bailleurs qui ont donné. Cet argent, il faut mobiliser des ressources. Mais c'est bien de le dire, les yeux doivent aussi voir. Mais vous voulez quoi? Qu'on vienne installer ça ici ou... Non, mais on est en train de suivre la situation à travers. Oui. Vous venez du Sankourou? Oui, j'étais au Sankourou. Vous étiez où? À Lodja. À Lodja. Oui. Et vous avez vu quoi? Vous m'avez dit qu'on est en train de macadamiser une route. C'est déjà à Lodja. Or, le Sankourou a 6 territoires. Vous n'étiez pas de Sambo? Parlons d'abord de la capitale. Non, non, non. Oui. L'Odja n'est pas capitale, c'est un territoire. Non, je dis, parlons d'abord de la capitale. Mais combien d'écoles? Commencez par Mokengeli, madame. Mokengeli est devenu Vous pensez que tous les combattants mangent comme il le faut? Parce qu'on voit d'abord en premier lieu les paniers de la ménagère aussi. Madame, ça inquiète. Madame, c'est une question questionnante. Une question qui appelle d'autres questions. Quelle est notre capacité de mobilisation des ressources? Combien d'argent nous avons dans le panier? Combien de problèmes nous avons? Construisez la cohérence entre le problème, la pleine de problèmes que nous avons et les moyens qui sont les nôtres. Madame, nous n'avons pas des usines de transformation, madame. Nous avons des potentialités qui ne seront pas des possibilités, madame. Ces potentialités, un tiers de la richesse africaine se trouve au Congo. Mais ces richesses sont à l'état brut. Ça profite véritablement. Mais quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous étiez quand même conscient que tout ça existait comme ça. Mais vous avez donné l'espoir. Nous avons donné l'espoir et nous continuons à donner l'espoir. Et vous avez suivi la thématique électorale. Je me suis beaucoup. La thématique électorale du président de la République, c'est la libération économique. Si à un moment donné, nous, on a cru qu'on était indépendant, les chefs ont constaté effectivement qu'on n'avait vraiment pas l'indépendance. Parce qu'on ne peut pas avoir l'indépendance si l'on n'a pas le levier économique. Parce que le levier économique qui détermine la politique. Non, mais vous savez quand même que vous avez déçu certaines personnes, certains Congolais? Ben, il faut y mettre un peu de la réflexion. Parce qu'en réalité, pour un Congo de 145 territoires... Non, vous savez quand même que vous aviez déçu. Non, mais nous sommes en train de faire comprendre à notre peuple que nous avons la volonté très volontariste de pouvoir changer les choses. Mais nous avons peu de moyens. Regardez, faites un examen. Combien de Congolais payent les taxes journalières? N'est-ce qu'avec nos maisons que nous habitons? Combien de Congolais payent les impôts? Et nous avons combien d'argent en termes de mobilisation des ressources? Était-il aussi important pour Félix Tshisekedi d'ouvrir autant de chantiers à la fois? Est-ce qu'il y a autant de chantiers? Oui, on a le 145 territoires d'un côté, oui. Et on a la gratuité de l'autre côté, Fallait-il pas choisir 2 ou 3 secteurs où il devait focaliser ses efforts? Ça fait une question que plusieurs se posent. C'est important votre remarque, madame. Mais une société ne se développe pas si on n'a pas plusieurs projets. Et on fait véritablement les montages en fonction véritablement des moyens disponibles. Gratuité de l'enseignement. Parce qu'on a constaté qu'on a encore la gratuité de la maternité qui est arrivée. Bien entendu, mais il faut avoir une vocation. Il faut avoir des éléments de référence. Ce qu'on voudrait faire. Et on va mobiliser des ressources. Vous savez, madame, ce n'est pas les moyens qui créent l'homme. C'est l'homme qui crée le moyen. Mais l'homme doit savoir ce qu'il veut faire. Et il faut savoir le dire très haut. À ce moment-là, il va mobiliser des ressources correspondantes. Donc, nous avons la responsabilité d'identifier ce à quoi nous devons être en mesure de réaliser pour notre peuple. Mais nous devons également être en mesure de mobiliser des ressources en fonction véritablement des défis que nous allons pouvoir identifier. Et qu'est-ce que vous avez réellement fait pour cette population depuis que vous êtes là? Il y a des hôpitaux construits, madame. Combien? Non, mais je ne saurais pas vous dire combien parce que je sais que ces hôpitaux sont déterminés en fonction de véritables territoires. Mais je vous donne un exemple de l'hôpital de Kinshasa. Vous avez vu comment on a apporté des modifications? En 2 ans seulement, un tel hôpital
Non, ne comptez pas 2 ans parce que tu sais qu'il y a eu un mandat de 5 ans. Et bien entendu, Ne dites pas 2 ans, 5 ans. Même dans les 5 ans. Ouais. Même dans les 5 ans, madame. 5 ans. Même C'est dans tout les ce que 5 vous avez fait, l'hôpital? Non, non, c'est pas ça le seulement hôpital. Mais il faut aller dans la choco. Non, la population est en train de vous suivre maintenant là. Elle veut vraiment savoir parce qu'elle se pose tant de questions. Félix Tshisekedi, les mandats est en train de finir. Mais le mandat est en train de finir. Ouais. Vous savez, la gratuité. Et là, tu peux peut-être avoir bien réfléchi en disant il faut savoir déterminer quels sont les défis prioritaires et en fonction de ces défis prioritaires, on mobilise les ressources parce que les ressources sont insuffisantes. Je peux bien vous comprendre. Mais en termes de réalisation, je vous assure, il n'y a pas eu un gouvernement dans ce pays, dans des délais relativement courts comme celui-ci, avoir réalisé autant de performances. Vous avez dit autant de performances. La gratuité, mais 5 millions d'enfants sont allés à l'école. Entre-temps, la gratuité, vous avez sacrifié la qualité? Non, non, on n'a pas sacrifié la qualité. Quand on commence par quelque chose, on ne commencera jamais, madame. Il faut d'abord commencer et on va dire, mais quels sont les problèmes qui sont germés en fonction de ce que nous faisons. Et on cherche des solutions correspondantes. Comme ça que la société fonctionne. Si on se dit, bon, croisons les bras, parce qu'on n'a pas l'argent, eh bien voilà. Non, il faut déterminer votre politique. Et il faut chercher les moyens de sa politique. Et dans les différents secteurs de la vie nationale, nous sommes en train véritablement d'y travailler. Que ce soit au niveau des santé, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des routes, etc. Combien de bacs que nous avons réinstaurés? Vous savez, nous avons trouvé 3500 bacs à remettre en scène. Et on est allé au-delà de 112 bacs. Combien de ponts? 1500 ponts. Aujourd'hui, nous sommes à 28%. Madame, en 10 ans, je vous en prie. S'il vous plaît, quelle performance? Avec quel argent? Pas 2 ans, parlez-nous de 5 ans. La population ne connaît pas vos excuses. Vous avez partagé le pouvoir avec le FCC dans une coalition. Ce n'est pas le problème de la population. La population sait que depuis 5 ans, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République. Il y a un travail qui est en train d'être réalisé par le conseil d'éveil, dirigé par François Mamba, qui est en train véritablement de faire une étude globale. Je crois que c'est une étude qui est interne et qui détermine les différentes prévisions qui ont été déterminées par le gouvernement Tshisekedi et les différentes réalisations. En faire une comparaison, dégager les sols et donner des justifications. Ce travail devra sortir bientôt et ce travail qui va constituer l'ossature de ce que peut représenter la justification du bilan Tshisekedi. Entendez-moi au tournant, le moment venu, parce qu'on se mettra d'accord sur ces consensus. Ça ne sera pas seulement un bilan Tshisekedi, parce que vous l'aviez souligné, vous avez quand même géré avec le FCC. Nous endossons donc la le FCC responsabilité. peut aussi applaudir. Là où vous allez dire que vous avez réussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi une part pour le FCC. Bien entendu, mais nous déplorons que la vitesse de traitement des dossiers a été telle que ça ne nous a pas permis véritablement d'avancer à la hauteur de ce que nous voulions faire. Et qui ne vous a pas permis de le faire? Ben, c'est justement cette alliance dont les gens n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Et aujourd'hui, certainement... Et cette alliance qui vous accuse aujourd'hui de briller par la violation de la Constitution? Est-ce qu'il y a violation constitutionnelle? Ah oui. Le FCC, sur ce plateau, j'ai reçu plusieurs personnes qui s'inquiètent du fait que aujourd'hui, UDPS au pouvoir. UDPS qui n'est brillé que par la violation de la Constitution. Comme quoi? Dans plusieurs cas. Nous allons en parler. Madame, messieurs, prenons à présent... Il ne faut pas faire passer cette histoire, madame. Il ne faut pas énoncer des choses pour lesquelles vous ne savez pas justifier. Ce n'est pas normal. Et la Constitution est là. Est-ce qu'on peut dire... Oui, sur ce plateau, on accuse sur ce plateau les membres du FCC, les proches du PPRD qui sont passés, accusent l'UDPS, Félix Tshisekedi aujourd'hui, de violer plusieurs fois la Constitution. Ah ben là, ce sont des déclarations, madame. Il faudrait que quelqu'un soit en mesure de dire à tel endroit il a violé pour tel ou tel aspect, etc. Mais quand on fait une déclaration incendiaire qui frise un système et un écosystème politique de pourriture intrinsèque, là, ça frise. Ok, un cas, pourquoi toujours dans le régime de Félix Tshisekedi, aujourd'hui nous avons la province du Lualaba qui n'a toujours pas de gouverneur depuis la démission de Mouyej. Et ça se passe sous le règne de Félix Tshisekedi. Et c'est Félix Tshisekedi qui doit nommer si Tshisekedi tient au respect de la Constitution, il devrait demander, parce qu'on a vu quand même les élections être organisées dans d'autres provinces. Madame, vous savez que nous sommes dans un système démocratique. Et le système démocratique, c'est un système de surveillance mutuelle. Et la surveillance mutuelle est une approche qui facilite la répartition des rôles. Et le déclic doit être donné par l'institution qui en a la responsabilité.
Et si le président de la République... Ne dit-on pas que Félix Tshisekedi, pardon, est les garants? Les garants des institutions, oui, certes. Oui. Garant des institutions. Donc il doit veiller à tout. Bien entendu. Vous êtes quand même d'accord avec ça? Bien entendu. Mais alors, encore que l'acte doit être posé par l'institution. Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a de quoi dire qu'il ne dit mot qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je vous ai juste donné cet exemple. Pour qu'on n'ait pas fait les élections alors que ça a été organisé dans d'autres provinces. Non, mais écoute, en tout cas, moi je sais. Et là, surtout en face de moi, il y a quelqu'un de la vice-primature de l'Intérieur, qui est le patron de la territoriale. Bien entendu. Voilà. Donc c'est le ministre de l'Intérieur qui organise. Non, je dis, il y a quelqu'un de l'Intérieur en face de moi qui peut mieux donner l'information. Cette question aurait pu être posée à la CNI. Cette question aurait pu être posée à la CNI, on vous répondra. Et la CNI n'est pas sous tutelle du ministère de l'Intérieur. La CNI collabore avec le ministère de l'Intérieur dans la performance du processus. Voilà. Donc, exactement, c'est ça. Le ministère de l'Intérieur veut la paix, la sécurité. La sécurité, sur toute l'étendue de la RDC. Je ne sais pas s'il y a un problème de sécurité là-bas. Non, vous pouvez me il y a beaucoup de questions. Nous allons parler même de la situation sécuritaire du pays. Et nous allons revenir également sur la question relative à l'organisation des élections en République démocratique du Congo, juste après ce dossier. Le premier ambassadeur des Émirats Arabes Unis en RDC a été reçu par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les questions liées à la diplomatie parlementaire, la coopération économique, les processus électoraux ainsi que d'autres sujets d'actualité étaient au menu de cette audience. L'hôte du speaker de la Chambre haute a reconnu les relations entre la RDC et son pays sont excellentes. D'ici là, il y aura les groupes parlementaires du Parlement des Émirats Arabes Unis et de la République démocratique du Congo qui vont entrer en contact pour un échange, pour que le groupe de parlementaires des Émirats soit membre aussi et ami du groupe parlementaire du Congo. Et sur le plan économique, nous avons signé beaucoup de protocoles d'accord entre les deux États. Entre autres, il y a le projet en eau profonde qui est en cours à Banana, vers le Matadi. Et il y a des projets dans le cadre de l'éducation qui est déjà en cours, qu'on a déjà signé. Et d'autres projets qui, bientôt ici, on va signer le protocole d'accord entre les deux États. Donc, les relations sur le plan économique, franchement, sont au bon fixe aussi. Le diplomate émirati a également saisi cette occasion pour émettre le souhait de voir la partie est de la RDC retrouver la paix afin de lui permettre de bien se développer et de booster le développement de l'Afrique. À ce sujet, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis a réaffirmé l'engagement de son pays d'œuvrer pour le retour définitif de la paix en République démocratique du Congo. La vidéo projetée dans la salle révèle que les jeunes start-upers nigérians ont réussi à lever près de 219 millions de dollars américains les 3 premiers mois de 2021. Mais pourquoi ce n'est pas le cas pour ceux de la RDC? La préoccupation des étudiants dans l'économie monétaire de l'Université de Kinshasa et ceux de l'Université libre de Kinshasa à cette conférence débat, tentative de réponse avec le stratège en investissement et lobbyiste Patrick Onoya. Nous avons expliqué que tout était un problème de pénétration de la finance internationale. Mais aussi les étudiants ont été indignés de constater qu'ici chez nous, l'ANAPI recherche des investisseurs pour tous les secteurs. Et si jamais Dieu bénissait l'ANAPI, donc les Congolais seront des étrangers dans leur propre pays parce que les étrangers auront, n'est-ce pas, investi dans tous les secteurs. Nous avons fait comprendre que si la République démocratique du Congo intègre les principes et les applique de la finance internationale, il sera possible aux entrepreneurs congolais de pouvoir lever des fonds pour le développement de leurs projets sur la finance internationale. Initiateur du projet Un hectare pour un étudiant, devant ce parterre constitué notamment des étudiants de l'ULK, Patrick Onoya revient à la charge. Cette demande des étudiants de l'ULK de s'adhérer au projet Un hectare pour un étudiant a fait suite, n'est-ce pas, d'une préoccupation que de constater que la République démocratique du Congo consomme
95% de ses besoins, c'est-à-dire qu'importe 95% de ses besoins de consommation. Mais comment pallier? Pour pallier à cela, il faut produire. Et le secteur alimentaire, c'est le premier secteur qui devrait intéresser les Congolais. Au-delà du discours, il est important que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Et voilà pourquoi nous avons créé le projet 1 hectare pour un étudiant, afin que chaque étudiant mette la main à la pâte dans la production pour stimuler, n'est-ce pas, cette culture agricole et stimuler le gouvernement à faire mieux. Sociétaire du parti au pouvoir et auteur de plusieurs tribunes dans les universités et ailleurs, Patrick Onoya se révèle de plus en plus un pilier important pour la vision de l'actuel homme fort de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession à la présidentielle de décembre 2023. Alors, Norbert Yamba, dites-nous, un pays comme la RDC, vous parlez des réalisations de Félix-Antoine Tshisekedi, on n'a pas d'avion, pour avoir aujourd'hui un passeport, c'est un casse-tête. Eh bien, c'est ça le pays que vous aviez voulu gérer pour cette population qui vous a fait confiance? Non, mais il ne faut pas être pessimiste. Pas d'avion à la hauteur de ce pays, plein de richesses. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Écoutez, c'est une question de priorité, mais en fait, on n'a pas croisé les bras. Je crois qu'il y a un engagement très déterminé du gouvernement de la République, et vous avez suivi le président de la République pour tous les contacts qui ont été pris. Il y a même de l'argent déversé pour que finalement nous puissions avoir nos avions. Vous savez, les avions que nous avons utilisés à un moment donné sont des avions d'occasion. Il faut qu'à un moment donné... On avait promis aussi d'acheter des avions à l'avènement de Félix Tshisekedi. Bien entendu, mais on en est où? On n'a pas lâché prise. Je vous assure que les dispositions sont en cours et que des contacts, même au niveau de la mise en commun avec d'autres sociétés internationales, etc., ensemble. Mais est-ce normal pour un pays comme la RDC, je rappelle, un pays avec autant d'intelligence, qu'on en arrive là? Mais écoutez, vous n'allez pas faire endosser la responsabilité du gouvernement Tshisekedi. C'est un processus. Ça va faire plus de 30 ans. Ça ne s'est pas sous le règne de Félix Tshisekedi. Ça ne s'est pas sous le règne de Félix Tshisekedi. Non, qu'est-ce que ça se passe sous le règne de Félix Tshisekedi? On a trouvé des avions. C'est la continuité de la gestion de la chose publique. Mais quel avion? La première sortie, l'avion s'est immobilisé. Je ne sais pas s'il y a au Maniema, à Kindu, etc. Et puis le reste, ça n'a pas trop duré, parce que ce sont des avions d'occasion. Il y en a ceux qui ont bénéficié naturellement. Est-ce que la RDC n'a pas l'argent pour se procurer même 2 avions? C'est une question de priorité, madame. C'est une question de priorité. C'est pas une priorité, ça? On vous dit gratuité d'enseignement. Tous les calculs faits montrent que la gratuité, pour être véritablement opérationnelle, il faut décaisser 2,5 milliards d'argent. Vous avez un budget, par exemple, de 6 milliards, on vous dit 2,5 milliards, c'est essentiellement l'enseignement. Vous ne pouvez pas dans ce pays lâcher prise parce que vous avez pris une responsabilité. Vous avez besoin de routes. Vous avez vu, peut-être que vous avez fait, c'est pas un petit saut sur Elengesa, qui n'a jamais existé. Vous voyez, cette route-là. Et avec combien d'argent? Vous savez qu'un kilomètre, c'est $1 million. Alors maintenant, si vous faut faire ce qui a été fait, c'est combien d'argent? Regardez, Mokali, dans les quartiers, parce qu'il y en a 46, qui m'a séqué, 18 quartiers sont aujourd'hui électrifiés. J'ai vu des témoignages de femmes et d'hommes qui disent... Ah oui, ça, il faut quand même féliciter. Hein. Moi aussi, j'ai eu des images. C'est de l'argent. Un quartier qui n'était pas électrifié. Je me suis beaucoup, madame. Oui. Regardez, les fonctionnaires. On était en 2018. Au début de 2018, on avait 800 000 fonctionnaires. En décembre 2018, lorsqu'il fallait organiser les élections, on est allé 1 600 000 travailleurs. Avec des nouvelles unités. Et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a ajouté combien? Alors maintenant, il faut sortir de l'argent combien? Entre-temps, il y a le salaire, il y a la prime. On tire l'argent d'où, madame? Taxes, impôts, les peu d'argent qui sont payés par les investisseurs, mais qui sont que sur les briques, pas de transformation, pas de commercialisation. Et vous croyez vraiment qu'on peut ramasser l'argent comme ça et réaliser tout à la fois? Non, madame. Il faut y aller avec un peu plus d'intelligence. Savoir dégager les grands défis, des grandes solutions. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui à cette population? Il y a 2 gens qui sont à Kinshasa depuis 2 mois et 2 mois pour juste renouveler leur passeport. Et il n'y en a pas. Une seule machine qui était disponible en panne tantôt
Donc, même pour avoir un passeport, c'est Madame, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont coulé sur cette question des passeports. Alors, dites-nous la vérité. Je me suis beaucoup. Oui. Je n'ai pas... Moi, je ne travaille pas au ministère des Affaires étrangères. Je suis désolé, mais c'est à là que vous pouvez vraiment tirer la vraie information. Mais ce que je sais, c'est que, dans ce genre de circonstances, lorsqu'on met en doute un certain nombre de passeports, on met en doute celui qui a bénéficié avec tous ceux qui ont participé naturellement dans la réalisation de tel ou tel passeport. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lancer un marché. Et quand on lance un marché, il faut analyser. Et le marché lui-même prend 3 mois, justement pour faire comprendre, de manière à avoir des soumissionnaires crédibles. Et lorsqu'on analyse donc c'est le processus qui est en cours. Bien entendu, bien entendu. Donc si on comprend bien, c'est les manques d'informations. On n'a pas donné des informations qu'il faut à la population. Tout à fait. Donc moi je pense que lorsqu'il s'agit, on n'élabore pas un permis de conduire ou un passeport comme ça, comme si on allait dans une imprimerie et puis on tourne. Non, 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 c'est pas ça, madame. Il faut véritablement organiser ce qu'on appelle une passation publique de marché et en lançant, n'est-ce pas, aux soumissionnaires crédibles, etc. Et c'est qui missionnaire, et on analyse qui est capable de faire quoi, en ayant quelle période, quel délai, etc. Et c'est sur base de tous ces éléments qu'on décide sur un soumissionnaire de manière à s'occuper de la réalisation. Et parlant de passeport, qu'en est-il de la carte d'identité? On a vu le ministère de l'Intérieur avait organisé quand même une grande cérémonie. Le président de la République a reçu sa première carte d'identité et les paisibles citoyens. Bientôt, madame. Hier, on était en réunion. On finalise la dernière réunion pour commencer véritablement à livrer. Et comment ça va se passer? Ça va se passer, mais écoutez, chacun devrait avoir sa carte d'identité dans sa commune. Donc, chaque Congolais, chaque Kinois ira dans sa commune pour obtenir sa carte d'identité. Et sera à quelles conditions? Si vous pouvez donner ces informations à cette population qui est en train de vous suivre? Mais il faut avoir une carte de référence. Lorsqu'on n'a pas la carte d'électeur, à ce moment-là, on peut avoir un témoignage de membres du quartier, etc., qui témoignent que voilà, madame... Il y a de l'argent à débourser? Voilà. Comment? Il y a de l'argent à débourser pour avoir cette carte? Mais écoute, il y a eu investissement. Vous croyez que nous sommes dans un état de gratuité en tout et pour tout? Peut-être c'est aussi la gratuité pour obtenir cette carte-là. Non. Il faut savoir aussi renouveler votre état, il faut savoir soutenir votre état, etc. Parce que lorsqu'on a $1, peut-être si je prends $1 par carte, à ce moment-là, imaginez-vous si on est 60 millions de Congolais, on peut avoir un peu d'argent. Et ça va permettre d'arranger les routes, ça va permettre d'acheter du matériel au niveau de la fonction publique, dans toute l'administration publique et compagnie, etc. Et donc, il ne faut pas percevoir, n'est-ce pas, les services que l'État peut donner comme étant un calvaire. Il faut que les citoyens qui sont des actionnaires de l'État fassent, n'est-ce pas, des contributions diverses pour que l'État finalement puisse être requinqué et répondre à leurs préoccupations. Et Norbert Yamba, Tshisekedi est en train de finir son mandat, les élections selon les calendriers publiés par la Commission électorale nationale indépendante, c'est au mois de décembre 2023, donc dans quelques mois. Et là, les Congolais se posent toujours des questions, pas toujours de permis de conduire. Mais écoutez, on nous a promis. Bien entendu. Les régimes a promis. Écoute, beaucoup de promesses, il y a un ministère de transport. Il y a un ministère des Transports. Ouais. Mais écoutez, nos journalistes ne nous aident pas beaucoup à avancer. Chacun a un devoir de rédévabilité dans le secteur. On a communiqué sur ça avant même le départ de feu Chéribin Okende. Mais je rappelle seulement parce que c'est ce qu'on nous avait promis avec les mandats de Félix Tshisekedi. Et vous êtes quand même membre de la famille présidentielle, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Chacun doit jouer sa partition. Et la population est en train de vous suivre à la loupe. Bien entendu. Cette population n'est plus dupe. Aider nos autorités à être plus responsables. Et vous aussi aidez le président de la République. Je suis dans les services de sécurité. Non, mais vous êtes quand même aussi de la famille politique du président de la République. Et il y a toujours des questions qui se traitent quand même en famille. Parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont sur la table de la population congolaise. Bien entendu, on les traite en famille, mais cela n'exclut pas la responsabilité de tout et chacun. Est-ce normal pour un pays de ne pas avoir un permis de conduire? Non, mais c'est pas... C'est de l'argent qui échappe. Est-ce que vous êtes quand même conscient? Oui, bien entendu. C'est de l'argent. Mais écoutez, comme nous discutons là, vous êtes quatrième pouvoir. C'est une interpellation dans le chef du ministre des Transports. Ce n'est pas
le président Tshisekedi qui doit aller à sa place pour prendre l'ancien marché d'élaboration de ceci ou de cela. Non. Ce n'est pas le président de la République. Non, ce n'est pas le président de la République. Ça c'est connu que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais ça se passe quand même sous son règne. Il existe une architecture institutionnelle. N'est-ce pas que ça devait être parmi les priorités du gouvernement? Comment? Ça devait quand même être aussi parmi les priorités. Ça peut faire des recettes. Oui, c'est beaucoup d'argent qui échappe d'ailleurs au pays. Mais écoute, que chacun fasse sa partition. Que chacun fasse sa partition. Nous ne sommes plus à l'époque du président fondateur, où on entendait tout du président fondateur. Aujourd'hui, c'est la responsabilité. Surtout, c'est la jeunesse qui assume des responsabilités. Il faut qu'à un moment donné, qu'on trouve qu'il y ait des initiatives qui sont prises. Est-ce que vous vous rappelez que jadis, encore dans l'opposition, tout ce que vous accusiez Joseph Kabila Kabange, ce n'était pas Joseph Kabila Kabange qui le faisait. Il ne faut pas individuer les débats. Non, on n'individualise pas. Je rappelle seulement qu'il y avait quand même des choses qu'on disait, non, mais c'est le régime Kabila qui faisait, mais ce n'était pas quand même Kabila. Alors, il faut faire attention. Il y a la responsabilité à différents niveaux d'atterrissage. À différents niveaux. Il faut qu'à un moment donné, quand ça prend beaucoup de temps, etc., qu'on se dise, mais qui doit rappeler? Voilà. Qui doit rappeler, et quand vous les rappelez, j'ai dit, écoutez, il faut rappeler d'abord le ministre sectoriel et c'est lui qui vous donnera des éléments de réponse appropriés. Oui. Alors, avant d'arriver... Le ministre de Transport donnera bien sûr des réponses qu'il faut, mais au moins la population se dit, on attendait un permis de conduire avec... Donc ça va empêcher de dormir la population parce qu'il n'y a pas de permis de conduire. Non, mais pour un pays sérieux, ça ne doit pas quand même honorer la RDC. J'ai mon permis. Qui date depuis quelle année? Bien entendu, mais alors maintenant, il faut que le marché... Non. Écoutez, Madame Noëlla, moi, j'ai toujours beaucoup d'appréciation pour vous. Voilà. J'aimerais que vous aidiez aussi notre peuple de comprendre. Oui. Lorsqu'il s'agit d'un service public, on met en place ce qu'on appelle une commission d'évaluation pour choisir une institution ou une entreprise qui est capable, qui a la crédibilité nécessaire de nous fabriquer un bon permis, une bonne carte d'identité, etc. Et cela prend du temps. Oui, d'accord avec vous. Ça prend du temps. Mais quand même pour un pays comme la RDC, c'est là que je suis. Oui. Je suis très d'accord avec la procédure, oui, c'est ce qui doit se passer. Mais pour un pays comme la RDC, on ne peut pas quand même vivre comme ça, sans permis de conduire. Il n'y a pas longtemps, madame, il y a une expiration de permis qui existe. Et c'était quel permis qui n'était pas accepté ailleurs, hein? Vous connaissez quand même que c'était un permis rejeté ailleurs. Ben, rejeté ailleurs, nous ne dépendons pas d'ailleurs. Hein. Il faut faire attention parce qu'en réalité, j'ai vu à un moment donné, quand on nous a imposé d'avoir des permis biométriques, la Belgique, pour accepter un permis, aurait souhaité naturellement que cela soit réalisé par une de ces entreprises. Exactement. Une entreprise belge qui était installée ici, et c'est à ce niveau-là qu'on fabriquait les permis. Nous, nous disons non. Maintenant, pour gagner le marché, il faudrait soumissionner conformément aux spécificités techniques qui sont données par le gouvernement de la République. Et que ces spécificités Congo indépendant. Congo indépendant, c'est comme ça. On le veut bien et on l'espère que ça sera ainsi. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier qui va nous permettre de parler de la politique. Martin Fayulu et d'autres candidats sur le processus électoral. Eh bien, on se retrouve juste après pour un autre débat. Norbert Louis est président du parti politique Union des Républicains, donne son avis sur la présidentielle prévue en décembre prochain. Norbert Louis estime que la CENI est en dépassement de 2 jours par rapport à la date prévue par la Constitution. Nous rappelons au peuple congolais et particulièrement à l'ensemble de la classe politique qui s'est engagée dans le processus électoral en cours, de savoir que nous sommes en dépassement de 8 jours de la date butoir prévue par la Constitution pour la tenue des élections en son article 73 qui stipule. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Le scrutin quadruplé tel que voulu par le régime en place devrait avoir lieu au mois de septembre de l'année en cours. Sans justification,
ce régime a bien voulu plonger notre pays dans le vide juridique. Il estime par ailleurs que la CENI veut plonger les pays dans une crise de légitimité. D'où les institutions en place, particulièrement la CENI, a plongé de nouveau notre pays dans une crise de légitimité. Aujourd'hui, ces dirigeants n'ont ni droit, ni qualité de parler, ni d'engager le peuple congolais sur tous les plans, notamment politiques et diplomatiques. Cette crise s'ajoute à celle qui existe déjà, politique et sécuritaire. Crises qui ont fait entrer dans une zone de turbulence notre pays aujourd'hui divisé et dont une partie se trouve sous occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Notons que le numéro 1 du parti politique Union des Républicains Norbert Luyeye annonce une série de manifestations publiques pour contrer la CENI. Nous avons annoncé que la campagne, il y a $1, ok? $1 ou 2500 francs congolais pour l'élection de Martin Fayoulou. Et ça peut être. Bobandi campagne wana toko tiaba nini. Tona kisabango que c'est le peuple qui doit financer la campagne de notre président. Ezalité mbongo ya muyibi. Ezalité moto azana maluwa golobate. Aye koyeb sabino kako nakopesa bino boye. Nakopesa bino kopesa nini? Lobana bato. Programme na yo ndenge nini? Makamuni no kusala pona kelasi. Makamuni bidini no kutapa na kelasi. Makamuni no kusala pona agriculture. Makamuni no kusala pona infrastructure banzela. Makamuni no kusala pona hôpitaux, mai, électricité. Makamuni okosala pona ba congolaise na ba congolais ba comme pena ba entrepreneur. Ba na ba entreprise, ba na industrie. Yebisa bango makamuni no kusala pona écologie. Zamba na biso ebebate. Teyokani botikala malamu Nzambe abatela bino. Norbert Yambamba, votre réaction à chaud face aux propos de Martin Fayoulou, vous l'aviez suivi, il était face à la population de Idiofa. Je voudrais saluer Martin là où il est. Courage de se déployer dans les provinces pour solliciter les suffrages. Toujours avec sa casquette, comme il a toujours réclamé, candidat et président élu. Il faut laisser des amusettes. On est sur des choses sérieuses. Vous avez suivi, non? Donc, ça ne vient pas de moi. Vous avez suivi? Non, je voudrais simplement dire que c'est nécessaire d'être en face du peuple et lui dire, décliner son projet. Parce qu'il a réclamé un projet. J'ai entendu qu'il était en train de proposer des questions. Je n'ai pas entendu où il a présenté que, par exemple, sur le plan infrastructurel, voilà ce que moi j'entends faire. Sur le plan santé, voilà ce que j'attends faire. Est-ce qu'il le fera au moment opportun? Il le fera au moment opportun, il y a un mois. Il est en face de notre peuple, il va susciter l'espérance. Il voudrait qu'on le vote, lui. Il a posé la question. Vous allez voter qui? Il veut qu'on les choisisse sans qu'il dise ce qu'il doit faire pour notre peuple. Et c'est ça être correct, c'est ça être sérieux, c'est ça apporter l'innovation, c'est ça apporter quelque chose d'additionnel par rapport à ce qui existe. Est-ce que c'est un effort à faire à l'université pour poser une telle question? Des infrastructures, des santé, des routes, etc. Non, il faudrait que les choses changent. C'est très important. Pourquoi vous insistez sur le changement? Qu'est-ce que vous voulez que ça... Parce qu'en réalité, lorsqu'on vous dit que je suis l'homme de prédilection pour être élu, moi je corresponds à ce que vous cherchez. Mais on vous cherche, oui, mais vous allez faire quoi? Où est-ce que vous aurez l'argent? Quand lorsqu'on dit non, mais vous souffrez, etc. Mais il faut dire, vous aurez l'argent où? Et après combien de temps? Comment les choses vont se décliner? Comment ça va se dérouler? Avec qui vous allez coopérer? Sur ça, on en a besoin. Mais il semble qu'il n'a pas dit.
c'était fondamentalement un discours populiste. Et je peux bien le comprendre, parce qu'effectivement, notre peuple, peut-être dans la résignation, croit beaucoup de gens, dans la naïveté, croit beaucoup de gens, mais notre peuple est en train de grandir. Vous avez suivi, lorsqu'on pose même la question, ce n'est pas tout le monde qui répond pour donner véritablement ce qu'il cherche à être entendu. Non, la fois dernière, je crois avoir demandé à Martin, qui en réalité a beaucoup fait, et il a démontré qu'on peut avoir des choses sérieuses à présenter à notre peuple, de travailler davantage. Parce qu'en réalité, là, je n'ai pas senti le travail. Là, j'ai senti quelqu'un qui se trouve dans son terroir et qui voudrait qu'on le vote malgré lui. Mais peut-être qu'il attend le moment de la campagne électorale non, pour suivez son ami, l'homme de... C'est Sanga? Non. C'est parlé de Mouzito? Mouzito dit ce qu'il doit faire. Voilà. C'est faible, mais il dit ce qu'il doit faire. Mais là, vraiment, je n'ai pas entendu. Et ça commence à monter, à semer des doutes sur la personne. Parce que je pouvais bien me contenter, me disant, mais cette fois-ci, comme il est en face de la population, ce n'est plus le moment de dire j'ai été élu. Oui, même s'il a été élu. Donc ça, c'est déjà un discours passé, c'est déjà dépassé. Démodé, essoufflé, dépassé. Et donc maintenant, on a besoin de lui, qu'il travaille. J'ai vu ces soldats à côté, etc. Mais écoutez, montrez effectivement que vous êtes soldat du peuple. Et être soldat du peuple, c'est avoir la capacité de proposer des pistes par rapport aux problèmes prioritaires de notre peuple. Ça, on en a besoin. Il me semble que là, il n'a pas raconté le sentiment. Norbert Louyeye, vous avez suivi, il est président de l'UR qui parle déjà d'un glissement. Ce sont des déclarations incantatoires. Ce qu'on appelle les véritables déclarations de caniveau. Il ne faut pas me poser ce genre de questions. Et il sait comment il le fait. Et lui, il est qui? Il est candidat aussi? Mon ami, lui, c'est un politique. C'est un gars que je connais, c'est mon ami. On s'est battu avec lui pendant plusieurs années à l'IDPS. C'était parmi les mais vous êtes resté dans la vision du silence. Lui, il a choisi une autre voie. Lui, il a choisi une autre voie, mais je n'ai pas encore si effectivement il y a une autre voie. Parce que des fois, il reprend nos propres termes comme on a été, etc. Il faut qu'il innove, Norbert. Innover. Quand vous apportez quelque chose et vous avez refusé de monter sur une échelle, il faut choisir une nouvelle échelle. Mais cette échelle-là doit être novatrice. Il me semble qu'il n'y en a pas. On est dans la déclaration des liens communs, etc. Il faut que la classe politique puisse faire beaucoup d'efforts. On ne peut pas faire la politique, assumer la responsabilité de changer sans la vie de 110 millions de personnes par des déclarations incantatoires qui fonctionnent dans un système politique de pourriture intrinsèque. Où tout le monde devait le chercher pour... Vous avez quand même suivi les dernières sorties médiatiques de Corneille Nangaa. De là où il se trouve, certaines personnes pensent que vous l'aviez exilé. Il est en exil. Et puis... Vous l'aviez quand même suivi, ces différentes sorties médiatiques sur des accords qui existeraient là. Corneille n'est pas sérieux. J'ai pitié de lui. C'est quand même l'ancien président de la centrale électorale. Arrêtez ces choses-là. On peut se faire nommer, se faire accepter, se faire adober, se faire... Non, écoutez, je m'excuse beaucoup, je ne suis pas contre lui. À un moment donné, on nous a dit que c'était un spécialiste de questions électorales. Il est parti même au Togo, apporter son expérience, etc. Mais avec les résultats des élections togolaises, vous voyez, c'est que c'est la qualité de ces résultats-là. Vous voyez, et c'est ça, lui, son expertise. Mais c'est la personne qui avait rendu quand même public les résultats de 2018. Oui, mais c'est lui-même qui conteste ce qu'il avait rendu. Le grand problème, c'est cela, et c'était un danger public. Lui, il rend des résultats, et il dit, les résultats que j'ai rendus là, c'est pas vrai. Voilà l'homme, voilà le caractère d'un homme qui a voulu à un moment donné susciter l'espérance de notre peuple. On se serait trompé d'adresse. Comment quelqu'un, président, dans une institution indépendante, il dit non, ce que j'ai rendu comme déclaration, c'est faux. Il ne connaît pas la valeur de sa parole, parce que c'est quand même sa parole. Voilà. Et j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. Vraiment, j'ai pitié de lui. Il aurait pu faire le jeu, etc., pour que finalement, il se fasse élire. Est-ce que vous pensez qu'il est instrumentalisé comme certains observateurs l'affirment? Oui, bon, voilà. Donc, les gens sont souvent recrutés. Vous savez comment il est arrivé là? C'est qu'il a construit des amitiés. Eh bien, pour finalité, c'est-à-dire déstabiliser le gouvernement en place, parce que ce gouvernement affirme son leadership, affirme son indépendance. Donc, c'est ça la démarche de Corneille Nangaa? Non, mais il est dans une sorte de convergence d'intérêts avec d'autres forces.
occultes que nous ne voyons pas. Et qui, par exemple? Eh bien, écoute, on est là, soit à l'interne. À l'interne, il y a des hommes et des femmes qui pensent autrement que nous et qui pensent qu'il faut prendre un raccordement fraudulé. Il y a des Congolais dans cette convergence d'intérêts. Et au niveau de la sous-région, il y a des vautours. Et il y a des multinationales également. Il faut déstabiliser un gouvernement qui a une résistance vis-à-vis de leurs demandes, vis-à-vis de leurs petits moutons. Et Félix, aujourd'hui, se bat dans cette perspective d'une indépendance économique dans notre pays. Et il a toujours fait ces déclarations-là. Il ne s'est jamais caché. Mais pourquoi ces gens viendront de cette façon alors qu'à un moment, Félix Tshisekedi a fait un appel à tout le monde pour dire « Venez entrer par la grande porte ». Eh bien, c'est ça. On n'a jamais accepté ça. On croit que nos richesses sont les richesses de puissance d'argent et que tous nos chefs d'État doivent être recrutés et recevoir des injonctions. Ne pas travailler pour leurs peuples respectifs. Il ne faut pas oser. Sinon, le mouvement ne serait pas tué. Sinon, 140 ne serait pas tué. Sinon, Sylvano Solbio ne serait pas tué. Sinon, Kwame Nkrumah ne serait pas parti. Sinon, quelqu'un comme Sékou Touré ne serait pas sanctionné. Voilà, donc, quiconque dans cette génération qui vient et qui croit que le Congo, c'est un pays de prédilection qui a des ressources naturelles qu'il faut exploiter, mais voilà un procédé d'exploitation. Celui-là devient un danger public. Il faut lui créer des problèmes, le déstabiliser, organiser des milices. Et donc, vous affirmez qu'à ce jour, Félix Tshisekedi est un danger pour certaines personnes? Félix Tshisekedi est un danger pour les puissances d'argent. Parce que les puissances d'argent veulent bien prendre nos ressources. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de transition énergétique. Et le Congo a des minéraux stratégiques. Alors, Norbert Yamba, pour quelle raison les gens refuseraient d'entrer par la grande porte? Eh bien parce qu'ils ne veulent pas dépenser l'argent, ils veulent prendre gratuitement en s'entendant avec ceux qui sont au pouvoir. Ça s'appelle le système patrimonial. Le système patrimonial, c'est un système de recrutement de nos dirigeants pour être au service de puissances d'argent, devenir des héritiers de la colonisation. Et donc, ils reçoivent en retour la maintenance au pouvoir. Vous voyez? Et ils créent ce qu'on appelle la mendicité internationale. C'est-à-dire aller dans le sens de pouvoir demander des aides et la nourriture, tout ce système des Nations Unies fonctionner, etc. Montrer que nous sommes nous-mêmes incapables. Nous sommes alors que la RDC est un pays déjà qui se dit un pays indépendant. Et donc le discours du président Félix Tshisekedi remet en question, n'est-ce pas, cet écosystème politique des politiques intrinsèques, cet écosystème qui a permis naturellement que nous travaillions comme des bébés sous biberon, c'est cet écosystème qui a fait que nous soyons comme des enfants et que l'Occident puisse justement avoir une mainmise sur nos ressources. Et ça, on recrute parmi nous et donc des gens qui sont favorables à ça et qui finalement donnent l'impression d'être à la hauteur de pouvoir changer la situation. Or, ils n'ont pas d'offre politique, ils n'ont pas d'horizon politique et ils peuvent pas. Je ne dis pas que tous ne peuvent pas en avoir. Peut-être qu'il y a des gens ambitieux, ça c'est évident. Encore qu'il faut le démontrer. Mais il ne faut pas faire des choses cache-cache, etc. pour être en connivence avec des puissances occultes qui sont en train véritablement de déstructurer, de désarticuler, de désintégrer notre pays. Nous parlons processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous avons eu quand même des députés provinciaux, des députés nationaux, avec Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui à la magistrature suprême. Est-ce que vous pensez que les hommes qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée, dans les assemblées, bien sûr, assemblées provinciales, mais aussi à l'Assemblée nationale, méritent encore la confiance du peuple congolais? Bon, il y a un problème réel au niveau de la performance des décisions qui sont prises et de la capacité d'exécution de ces différentes décisions à différents niveaux d'atterrissage. Ce sont des questions qui sont posées aujourd'hui, qui remettent en question toute l'ossature institutionnelle qui a été mise en place. Est-ce que c'est pour autant dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas des hommes capables? Moi, je dis oui, il y en a. Il y en a. Mais est-ce que ces personnes ont su se démarquer? Difficile. Difficile parce que quand vous y entrez dedans, vous allez voir que les gens sont à une recherche effrénée de l'argent. Il faut l'argent. Tout le monde devient mercantiliste. On s'en fout éperdument de la population. On veut avoir l'argent et à différents échelons administratifs. Et c'est gravissime, madame. Et donc, moi, je pense que les problèmes ne sont pas résolus. De la même manière qu'on trouve aujourd'hui tel problème, quand on vient même l'autre mandat, le problème va persister. Simplement parce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont cherché véritablement des solutions. Alors maintenant, il faut que, maintenant plus que jamais,
Parce qu'en force de laisser notre peuple dans une situation de désespérance, on aura une sorte de crise en incubation. Et lorsque la crise est en incubation, elle est capable de s'exploser. Et j'ai vu, où est-ce que j'ai vu là? Dans un territoire de l'Équateur. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu dans une province de l'Équateur, chef-lieu Mbandaka, dans un territoire qu'on appelle Ingende. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu quelqu'un qui a été élu député, mais qui n'a parlé même pas une fois pour son territoire, etc. Quand on l'a aperçu, il a failli mourir. Il fallait de bonnes volontés au niveau du village pour le protéger. Et je crois qu'il faut que cela donne des leçons aux gens. Parce que ceux qui pensent qu'en faisant la politique, ils vont s'enrichir. Ceux qui pensent que notre peuple est dans la résignation. Ceux qui pensent que notre peuple est dans la naïveté et que notre peuple est incapable. On va lui donner des tricots, on va lui donner des t-shirts, on va lui donner de l'argent. Vous qui pensez ainsi, au moins 2-3 fois, le peuple a acquis une certaine expérience. Une maturité d'ailleurs. Alors, on continue à oser comme ça. Pensez que vous avez l'argent que vous avez volé et que vous êtes capable d'acheter les gens. Vous trouverez sur le terrain. Vous reconnaissez quand même qu'il y a des gens qui ont volé de l'argent. Mais écoutez, comment on nous a dit ici que 15 milliards étaient volatilisés, non? Lutte contre la corruption, c'est le cheval de bataille du chef de l'État. Bien entendu. Il n'a pas pu. Non, pourquoi il n'a pas pu? Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une institution, vous trompez seulement qu'il y a IGF, tout le monde a croit à peine. Donc, voilà, on en parle encore. Nous allons prendre ce dossier qui va nous permettre de continuer de parler du processus électoral en cours avec la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que les conditions sont réunies pour que la RDC ait ses élections dans les délais constitutionnels? Nous sommes ici pour mener notre mission d'évaluation préélectorale pour s'enquérir de la situation. Nous sommes venus rencontrer le premier vice-président de la CENI afin d'évaluer l'état de préparation de la CENI pour les élections qui s'organisent. En tant que conseil consultatif électoral de la SADC, il est de coutume que nous puissions visiter les pays qui organisent des élections afin de nous enquérir de la situation. Cette évaluation est faite selon les principes de la SADC qui gouvernent la question des élections démocratiques. Et donc, concernant ces directives, nous considérons l'aspect sécuritaire et politique du pays afin d'évaluer si ces situations se prêtent à la tenue des élections crédibles. Nous évaluons également le cadre juridique de l'État membre en nous plongeant particulièrement dans la loi électorale, afin de savoir s'il y a eu des réformes qui sont liées au processus électoral. Et nous voulons également savoir s'il y a des réformes qui sont envisagées ou s'il y a des litiges qui sont en cours. Et enfin, nous considérons l'état de préparation de l'organe chargé, bien évidemment, de gouverner les élections, et dans ce cas, il s'agit de la CENI. Et nous voulons savoir à quelle enseigne est-ce qu'ils sont prêts pour organiser les élections. Pour cette réunion, nous étions particulièrement préoccupés sur l'état de préparation de la CENI. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobila, était ce mercredi 11 octobre 2023 face aux députés provinciaux de Kinshasa pour répondre aux préoccupations des élus à la suite de la motion de défiance initiée contre lui. Après lecture de cette motion par l'un des signataires, les députés provinciaux ont rejeté à l'unanimité cette motion faute des fonds et formes. Sur les 5 signatures, 2 ont contesté leur signature. Ils ont dit n'avoir pas été associés à l'élaboration de cette motion, alors que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa exige la totalité des 5 signatures pour une motion de défiance. Pour une motion de défiance, ainsi, le gouverneur Gentil Ngobila Mbaka reste en fonction. La salle a contre motion pour lobby pour rejeter motion de défiance. Mais après d'avoir règlement la mission c'est que tout voter motion on a. Dès que vous dites sur la carte de salle, après vous soumettre à vos voix majorité sur la députée, c'est-à-dire à l'unanimité
va voter pour la rejet de la motion. En conséquence, M. Mbaka Gentini Ngobila reste maintenu dans ses fonctions de gouverneur de la ville. La motion de défense contre M. le gouverneur est restée. Au cours de cette séance plénière, l'on a noté l'absence très remarquée du président de cet organe délibérant, le pasteur Godempoy, qui entretient des relations tendues avec l'exécutif provincial de Kinshasa ces derniers temps. Norbert Yamba, le président de la République, Félix Tshisekedi, lorsqu'il a déposé sa candidature au siège de la centrale électorale, au sortir, il a attiré l'attention du peuple congolais sur les candidats de l'étranger. Est-ce que c'était vraiment important pour lui de faire cette déclaration? Non, il peut donner l'alerte, parce que c'est lui le garant. Il a consacré sa vie pour qu'effectivement il puisse voir le Congo fonctionner autrement. Mais dans un contexte où il y a des civilisations qui sont en train de chuter, il y a des relents, ce qu'on appelle de résurgence, n'est-ce pas, des appétits gloutons parce qu'on veut lâcher prise. Et là, on procède à des recrutements dans des pays de prédilection. Et là, Tshisekedi n'avait pas cité les noms de quelqu'un, mais il y a eu quand même des réactions par-ci par-là. Bien entendu, qui se sent mauvais, c'est vous. Donc, le président de Tshisekedi, c'est la personne la mieux informée du Congo. Et donc, lorsqu'il voit quelque chose, il dit, mon peuple, attention, voilà ce qui s'aboutit à l'échelle internationale. C'est une alerte, certes précoce, ça c'est évident, mais quand même, ça permet à notre peuple de réfléchir pour ne pas donner le pays à quiconque qui sera robotisé. Qui mérite cette fois-ci d'avoir la confiance du peuple congolais à tous les niveaux, bien que au niveau provincial, national et à la magistrature suprême? Quel est le profil de la personne qu'il faut? Personnes ou de la personne? Il ne faut pas faire confiance aux gens qui prennent les trains en cours de route. C'est-à-dire quoi? Mais les gens qui n'ont pas construit un état d'esprit, les gens qui n'ont pas de conviction, les gens qui n'ont pas démontré de quoi ils sont capables pendant un certain temps, les gens qui n'ont pas un état d'esprit qui permettent la réhabilitation, la restauration de notre génie. Les gens qui, comme un heureux hasard, se trouvent en situation où Mokelengi, je vais m'engager, mais il n'a rien à proposer de neuf. C'est très important pour moi. C'est très important. Beaucoup de gens sont dans ce combat à partir de la démocratisation, mais or, créer la démocratie dans ce pays, c'était difficile. Même si je n'ai jamais été d'accord avec la démocratie. C'est une démocratie occidentale où on organise les élections avec des incompréhensions récurrentes, etc. Et qu'est-ce que vous voulez à la place de cette démocratie? Bon, parce que nous l'avons constitutionnalisée, parce que nous l'avons acceptée, nous la faisons, mais réfléchissons pour avoir une autre alternative. Une alternative qui doit se ressourcer au niveau des héritages traditionnels. On doit se poser des questions. Comment nos ancêtres ont vécu? Parce qu'en réalité, ce que nous avons pris de l'Occident, cette importation ne nous a pas fait avancer. En 1960, nous avions une situation. Lorsqu'on a fait une étude de PNUD en 2000, on a constaté que pour revenir à la situation de 1960, où nous avions 368 $ par habitant par an, où nous étions parmi les pays intermédiaires, au même titre que le Canada, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, il faut faire 75 ans. Or, en 2000, la situation s'est désagrégée. C'est que nous, pour revenir à la situation de 60, nous devons faire plus d'efforts, sinon on risque d'aller même dans 3-4 siècles ou un millénaire. Vous voyez? Et donc, et là, il faut des questions questionnantes, il faut des questions qui appellent d'autres questions au niveau des structures stratégiques de notre pays. Pas ce que nous avons importé, mais ce que nous avons, certes, même pas importé, mais endogénisé. Quelle est votre lecture de la situation qui se passe depuis entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville? Votre lecture?
J'ai horreur. J'ai horreur. Franchement, ce qui est aux bon boy. Vous voyez le spectacle. Vous voyez le spectacle. Dans une société où le ridicule ne tue pas. Vous voyez le ridicule. Les gens qui croient essentiellement à l'argent. L'honneur, la dignité ne représentent rien. Vous voyez le spectacle? Tel fait partir tel, ça, les autres s'attendent pour faire ceci, etc. Ce n'est pas votre pays, messieurs. C'est un pays qui appartient aux hommes et aux femmes qui sont congolais. Vous avez eu la chance. Peut-être que vous avez corrompu pour être là où vous êtes. Vous n'êtes pas plus intelligent que tout le monde. Vous n'êtes pas mieux placé pour pouvoir changer cette province. Moutantisme, même pour d'autres provinces, parce qu'effectivement, le mercantilisme... Oui, mais on a vécu ça dans plusieurs provinces. C'est pas possible. De la RDC. C'est pas possible. Et aujourd'hui, êtes-vous d'accord avec ceux qui estiment qu'il faudra supprimer les assemblées provinciales? Oui, c'est une bourgeoisie politique qui a construit un état d'esprit qui remet en question tous les lois que nous pouvons véritablement faire. Parce qu'il y en a encore que bon, qui est le gouverneur? Qui on a élu gouverneur? Est-ce que celui qui a été élu gouverneur, est-ce qu'il a le mérite de transformer la province, la société qu'on lui a donnée? Ça aussi, c'est un problème. Donc, c'est une remise en question de toutes les élites. L'élite a trahi. L'élite a trahi. L'élite veut l'argent à tout prix. Et donc, il faut maintenant que tous ces chercheurs qui sont dans des universités, etc., qui n'ont fait que des répétitions, des récitations inutiles, etc., nous aident à avoir d'autres moutures institutionnelles pour permettre à trouver solution devant des situations comme ça. Les gens ne s'enseignent même pas. En 2 mois des élections comme ça, là, vous avez des gens... Et la population se pose un peu tant de questions sur la situation dans la ville-province de Kinshasa. Non, mais c'est désespérant. Vous savez, la ville de Kinshasa doit avoir des hommes et des femmes qui correspondent à son profil. C'est une ville, c'est une capitale, non? C'est la ville qui, j'allais dire, la 2e ville la plus peuplée d'Afrique. Si je m'abuse, je ne suis pas la 3e. Norbert Yamba, dites-nous, vous êtes aujourd'hui directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Nous avons quand même vu que ce ministère a été occupé par 2 membres. Avant Peter Kazadi, il y avait 2 membres de votre famille politique, Union pour la démocratie et le progrès social, qui ont occupé ce poste et qui étaient sévèrement critiqués. Est-ce qu'en nommant Peter Kazadi à ces postes, Félix-Antoine Tshisekedi a voulu corriger c'est qu'une certaine opinion était en train de décrire? Non, madame. Non. Moi, je suis spécialiste des résolutions pacifiques des conflits. Satan Nyaman, qui est un écrivain tanzanien, disait « Nous devons accueillir le monde d'aujourd'hui, sans oublier qu'il sera bientôt le monde d'hier. Et respecter le monde d'hier parce qu'il a représenté à son temps toutes les possibilités humaines. » Je reprends. Nous devons accueillir aujourd'hui, nous devons accueillir le monde d'aujourd'hui. Sans oublier que le monde d'aujourd'hui sera bientôt le monde d'hier. Yeah. Et respecter le monde d'hier parce qu'il a représenté à son temps toutes les possibilités humaines. Je connais Gilbert Kakondé, je connais Maître Asselo, ouais. Et je suis avec Peter Kazadi. Je ne vois pas que les décisions qui ont été prises dans le sens de remplacement soient une décision de désapprobation de ceux qui ont exercé ces responsabilités. Alors, mais je sais, excusez. Oui, le président de la République en tant que pilote, il a une famille, et c'est l'IDPS. Il est plus dur à nous, IDPS, parce que qui châtie bien, qui aime bien, châtie bien. Et il est capable de changer tel pion pour tel endroit, parce qu'il a besoin d'avoir tel ou tel résultat. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il désapprouve les autres? Moi, je dis non. C'est ça un entraîneur. Il faut savoir tester tout le monde. Le moment viendra. Quand on lui donnera le pouvoir, excusez madame, quand on lui donnera le pouvoir, après 2023, il saura qui est gardien, qui est numéro 11, qui est numéro 8, en un mot, dites-nous que devons-nous retenir donc en termes de réalisation de l'exercice du VPM Peter Kazadi face aux défis, notamment en ce qui concerne l'insécurité.
urbaine dans la capitale de la République démocratique du Congo? Ben, écoute, avant de parler du bilan... Il y a aussi cette question des embouteillages qui continue de faire parler plus d'une personne. Avant de parler du bilan, il faut savoir combien de mois Peter Kazadi est là. Quelques réalisations. Depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre, donc ça va faire 5 mois et demi. Voilà, donc 5 mois et demi, parce que le Congo a besoin... Il avait quand même des défis en face de lui. Bien entendu. Tu as entendu le système kidnapping. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins. Et qui a apporté la dynamique? Qui a travaillé pour que finalement on puisse se mettre hors d'état de nuire. Aujourd'hui, il y a une perspective pour changer même le fonctionnement de la sécurité au niveau des institutions. Au niveau des provinces, au niveau local, c'est-à-dire villes, communes, etc. Il y a ce qu'on appelle des structures qui ont mis en place, structures de sécurité. Embouteillage. C'est-à-dire, excusez, les mesures d'application sont là. Le Premier ministre a sorti les décrets. Aujourd'hui, ce n'est plus dans les conseils de sécurité au niveau provincial ou local qui est simplement des agents de sécurité. Il faut aussi associer la population représentée par des corps intermédiaires. C'est une loi déjà disponible et nous sommes véritablement dans le déroulement opérationnel de cet état des choses. Embouteillage. Nous avons organisé et nous continuons à organiser des retraites, des rencontres pour analyser qu'est-ce que nous devons faire pour lutter contre les embouteillages. Vous savez que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer toutes les avenirs, non. Mais nous disons qu'il faut déjà travailler avec la police de roulage qui fait ce travail. Et regardez, madame, au début, lorsque vous êtes le matin, ces policiers sont là. Vers le soir, ils ne sont plus là. Comment ils mangent? Comment ils travaillent? Nous avons pensé qu'il faut requinquer. Ça, c'est très important. Et nous avons aussi pensé qu'il y a moyen de faire ce qu'on appelle le système de relève. Ceux qui ont travaillé le matin peuvent se reposer et ceux qui on prend. Mais aussi, on a identifié comment travailler de telle sorte que certaines routes amplement fréquentées. Mais est-ce que même ces personnes-là sont réellement à la hauteur de la tâche? C'est ça aussi le problème. Mais alors maintenant, quand on dit requinquer... Parfois, il y a la population qui accuse ces agents commis qui sont... Requinquer, ça veut dire renforcer les capacités opérationnelles de tous ces agents qui sont appelés à assurer la sécurité et à réguler les embouteillages. Ça veut dire leur donner les équipements nécessaires, ça veut dire leur payer comme il se doit, pour que quelqu'un ait honte de prendre de l'argent et d'arrêter telle ou telle personne pour des raisons parfois inutiles. C'est ça le travail. Et ça ne peut pas se terminer de manière automatique. C'est tout un processus. Il faut qu'il y ait de lois, il faut qu'il y ait des mesures d'application, il faut qu'il y ait un suivi, des évaluations, etc. Alors, et ça, c'est le travail que nous faisons. Prenons ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire. Voici le résultat du vote. Sur 374 honorables députés qui ont pris part au vote, 373 ont voté oui. Un seul honorable député a voté non. Aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances du pouvoir central numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet,
conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception, aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme a suivi avec étonnement les déclarations tendancieuses et les menaces du général fugitif John Numbi Banza Tambo, ancien inspecteur général de la police nationale congolaise et de FARDC, contre les institutions légalement établies à quelques semaines de la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, y compris municipales en République démocratique du Congo, alors qu'il est recherché par la justice militaire RD congolaise pour qu'il réponde de son implication dans l'assassinat des défenseurs des droits humains, membres de la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, en l'occurrence Floribert Chebeya Baizire et Fidel Bazana Edadi, en juin 2010. En effet, pour la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, le général fugitif John Numbi constitue un grand danger public pour tous les défenseurs des droits de l'homme tant qu'il continuera à jouir de l'impunité dans cette affaire. Aussi, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme dénonce avec fermeté les déclarations de ce général 4 étoiles contre l'institution président de la République. La VSV exprime sa gratitude à toutes les autorités congolaises en général et au président de la République en particulier. La VSV s'oppose et s'opposera à toute prise de pouvoir par la force et demande au gouvernement congolais de mettre tout en œuvre pour barrer la route aux velléités de renversement des institutions légalement établies, obtenir l'extradition du général fugitif John Numbi Banza Tambo en République démocratique du Congo afin qu'il réponde de ses actes criminels devant la justice militaire, de chercher et de renforcer la collaboration avec les États épris du respect des droits humains et de la justice en vue de faire pression sur
le Zimbabwe ou tout autre État pouvant accueillir le général fugitif John Numbi pour son arrestation immédiate et sans condition, suivie de son extradition en République démocratique du Congo. Norbert Yamba, comment avez-vous trouvé cette sortie médiatique de la voix de Sans Voix autour des déclarations de John Numbi? Je voudrais saluer cette déclaration et faire allusion à un ami personnel, Floribert Chebeya, avec qui nous nous sommes battus depuis le début des années 80 pour que notre pays fonctionne autrement et que les droits humains soient respectés. Floribert sait qu'il est mort en bon soldat. Les bons soldats, les meilleurs soldats meurent sur les champs de bataille. La preuve, c'est que la VSV continue à faire ce travail. Le travail pour lequel vous avez sacrifié votre vie. La question de savoir les sorts qu'il faut réserver à John Numbi, certainement que... Toujours en fuite. Toujours en fuite. C'est une question qui est de la responsabilité de la justice et que la justice sera d'application. Pour le reste, Floribert, là où il est, moi je suis panafricaniste, je crois à la terre de nos ancêtres, je crois à l'existence d'un monde de méritants, ceux qui ont mené une vie sur cette terre des hommes au service de la communauté. Ces gens-là vivront à l'éternité et nous espérerons pour que nous puissions mieux travailler de manière à véritablement atteindre l'objectif que les gens se sont battus. Félix Tshisekedi met en place un dispositif transitoire et graduel pour la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et de l'autre côté, on rétablit l'autorité civile. Qu'est-ce qu'il a voulu concrètement dire lorsqu'il parle d'un dispositif transitoire et graduel? En fait, on est dans les deux provinces un problème. Nord Kivu, Ituri. Nord Kivu, Ituri. Où il y a certaines populations qui ne sont même pas encore enrôlées jusqu'à ce jour. Bien entendu, non enrôlées. Il faut y aller. Le commerce qui était autrefois la base de la vie de tous ces gens-là n'est plus très opérationnel. Les frontières sont devenues trop poreuses. Le commerce entre les différents pays voisins n'est plus opérationnel. Le déplacement des réfugiés. Aujourd'hui, non réfugiés à nous sont au nombre de 498 000, n'est-ce pas, en Ouganda. 498 000. La situation est grave. Il fallait prendre des mesures exceptionnelles, n'est-ce pas, d'établissement d'un état de siège, avec des militaires à la tête. C'est ce qui a été fait. Lorsqu'on analyse la situation, en termes de doses, d'activité de la violence, ça diminue. Et ça diminue, mais ça accentue véritablement la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assouplir les mesures. On sait qu'on a besoin des militaires pour réagir à des situations. Cette proactivité, elle est nécessaire. Mais il faut aussi penser à la population. Pour que cette population qui est vouée à des restrictions puisse véritablement assouplir, avoir la marge de manœuvre pour répondre à ces préoccupations. Raison pour laquelle des dispositions transitoires ont été prises. La finalité de FINADE, c'est aller vers l'éradication d'un état de siège. Pour que finalement la situation revienne à la normale et que toutes ces provinces puissent véritablement fonctionner avec les civils. Voilà un peu. Alors, vous êtes de l'intérieur, dites-nous, on parle de plus en plus de Wazalendo dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas censé véritablement... L'intérieur est mieux informé. Hein, et moi, je ne suis pas porte-parole de l'intérieur, malheureusement. Wazalendo, ce sont des gens qui sont des nationalistes, qui pensent qu'en dehors des structures de services de sécurité, et aussi parce qu'ils sont à la fois bénéficiaires et acteurs, ils doivent aussi assurer la sécurité.
comme un complément par rapport à Il y a l'action certaines de personnes l'État. qui estiment que ce sont des FRDC déguisés. C'est Non, vrai non, ça? non, à la Zalélo, ce sont des gens du Nord Kivu, ce qu'on a appelé autrefois Maïbaï, etc., mais qui ont compris que s'ils ne s'investissaient pas, donc il n'y aura pas de solution par rapport à la situation, parce que les frontières sont poreuses, et puis il y a beaucoup d'acteurs avec des intérêts divergents, mais il y a encore une convergence au niveau de l'exploitation du terrain. Alors, qu'est-ce qui n'est pas encore fait, qui doit être fait à ce jour pour que la paix soit restaurée dans cette partie de la République démocratique du Congo? Non, le processus doit continuer. La multiplication des activités diplomatiques et les contacts que les chefs ont au niveau de la sous-région, au niveau de la région, au niveau de l'Union africaine, etc. Il faut que ça continue. On n'arrête pas, n'est-ce pas, de pouvoir échanger. Mais il y a les dispositifs militaires. Vous savez, à un moment donné, on a voulu que les forces n'est-ce pas, de la région interviennent, mais on doit réinquinquer nos forces armées. Alors la RDC aujourd'hui s'apprête pour le retrait de la MONUSCO dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il y a deux voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire non et demandent que la MONUSCO puisse rester jusqu'en 2024. Nous saluons les efforts de la MONUSCO, d'abord de la MONUC et puis finalement la MONUSCO pour nous avoir soutenus dans des moments difficiles. Encore qu'aujourd'hui, il y a une opinion qui visiblement pense qu'on dirait une complicité à l'international, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, si on va toujours se réveiller comme des bébés sous biberon, on ne va pas vraiment prendre nos responsabilités. Nous allons voir. Donc vous êtes pour le départ? Nous voulons vraiment voir comment nos forces armées sont capables de pouvoir maintenir l'ordre et la sécurité dans notre pays. On est resté avec la MONUSCO, aujourd'hui plus de 20 ans. Et alors, tentons l'expérience avec nos forces armées. Est-ce que nous n'allons pas réussir? Si ça ne réussit pas, nous faisons partie véritablement des Nations Unies. Nous allons les appeler, pourquoi pas? Mais il ne faudrait pas que leur expérience soit malheureuse, en fait. Alors, Norbert Yambalamba, nous sommes pratiquement vers la fin. Dites-moi, votre ministère a fait depuis un temps objet des accusations faisant état de l'usurpation des compétences. C'est le cas, par exemple, des nominations à travers la République démocratique du Congo. Le ministère de la décentralisation avec le stage Mouyanzi, voilà, estime que cela fait partie de ses prérogatives. Je ne suis pas envoyé par mon chef. Je présente toutes mes excuses. Une question qui vous met mal à l'aise? Non, ça ne me met pas mal à l'aise. Parce que les textes, que ce soit les lois, il y en a 21, les textes réglementaires, ils sont nombreux, etc., montrent très clairement que la question de la territoriale relève de la compétence du ministère de l'Intérieur. Mais soyez rassurés que le ministère de l'Intérieur a toujours fonctionné avec 4 composantes. Il y a la composante intérieure, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Mais avec le changement en mars, la décentralisation s'est retirée du ministère de l'Intérieur pour faire un ministère autonome, un ministère d'État. Mais il y a une répartition de rôles par rapport à ça. Moi-même, j'ai exercé les fonctions de directeur de cabinet adjoint en charge de la décentralisation. Je connais ce que cela représente. La décentralisation est une technique de gestion. Et cette technique de gestion pousse au développement des entités territoriales décentralisées. Tandis que le ministère qui s'occupe de l'ordre public, de la sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur. Et à différents niveaux d'atterrissage, que ce soit gouverneur, maire de la ville, je me souviens beaucoup, je termine, administrateur du territoire, chef de secteur, chef de chefferie. Donc, ce personnel-là, c'est un personnel de la territoriale. Donc, il n'y a pas usurpation. Non, il n'y a pas usurpation, mais le ministre d'État, en charge de la décentralisation, doit travailler de telle sorte qu'il mette en place une approche qui permette le développement de ces entités pour qu'elles quittent des entités de répercussion pour devenir des actifs, ou des répercussions de subordination, pour devenir des entités d'initiative, de décision et d'impulsion. Et à ce moment-là, on va dissocier le développement et la gestion de la territoriale. La question des nominations des hommes et des femmes par rapport à cela relèverait du ministère de l'Intérieur, mais la question du développement relèverait de la décentralisation. Mais il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait des interactions entre les deux ministères. Parce qu'on est censé faire véritablement le même travail. Alors, cette question, comment répondez-vous à ceux qui estiment que le cabinet du VPM de l'Intérieur aujourd'hui est trop familial? Il y a par exemple son fils qui est Durkaba.
Est-ce que réellement le choix du personnel ou des personnes qui sont au sein de ces cabinets a été donc motivé par la méritocratie? Je ne connais pas, sincèrement et du fond de mon cœur, je suis directeur de cabinet, mais je ne connais pas les différentes relations familiales entre le personnel qui est là, et surtout que moi, je suis d'une province donnée, hein, tu étais là, mais grandi à l'Équateur. Donc, je ne connais pas ces choses-là. Excusez, je ne connais pas ces choses de famille. Je ne connais pas qu'il y a telle ou telle relation de famille. Mais néanmoins, on peut avoir son fils qui a une compétence, on peut pouvoir le responsabiliser. Ce n'est pas la première fois dans la vie politique. Norbert Yamba, vous êtes aussi candidat? Je suis candidat, député national. Dans votre province, le Sokoro? Toujours là où vous m'avez appelé candidat. Mais cette fois-ci, c'est dans le territoire de Lomela. Qui a la même dimension que la République du Rwanda. Alors, donc je suis l'homme de prédilection. C'est complètement fini, mais dites-nous quand même, nous avons autant de ministres, nous avons autant de députés au niveau provincial, au niveau national, lesquels vous ont quand même marqué pour cette législature? Pour tous les pays. Oui, une personne au niveau provincial, une au niveau national. Et les ministres, les différents ministres. Je n'ai pas fait attention à cet exercice. Peut-être prochainement, je pourrai vous donner les éléments. Mais en tout cas, moi, je suis très rigoriste. Je ne peux pas m'hasarder de pouvoir dire ceci ou cela sans avoir des éléments de soubassement. Toutes mes excuses. Peut-être prochainement, on peut en discuter. Merci beaucoup, Norbert Yamba. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous entendre encore aujourd'hui, après autant de jours. Merci notre peuple. On a été très jeunes lorsqu'on a constaté que notre pays n'a pas été bien géré. Raison pour laquelle nous avons pris notre engagement, notre détermination à adhérer à l'IDPS, qui était l'un des premiers mouvements à l'interne pour remettre en question la dictature qui devenait véritablement une denrée alimentaire dans notre pays. On est resté sur cette lancée depuis début des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours pensé que notre pays pouvait fonctionner autrement. Chère population congolaise, on a tenté l'expérience de 32 ans d'une dictature perfectionnée. On a tenté une expérience de 22 ans, effectivement, par des révolutionnaires, mais qui se sont transformés autrement. Les seules personnes, les seuls partis politiques, le seul mouvement qui devait donner son expérience et qui est resté en dehors des institutions de la République, c'est l'IDPS et son président actuel. Certainement que 5 ans ne représentent rien au regard de l'ampleur des problèmes que nous avons dans notre pays. Beaucoup diront, écoutez, il n'a rien fait, Non, il a fait beaucoup de choses. Peut-être qu'on ne communique pas assez. Et ça nous donne un défi, une responsabilité de mieux communiquer. Mais pour l'instant, moi je pense qu'il y a moyen de lui faire confiance. Pour qu'il ait non seulement des hommes aguerris, mais des hommes qui pensent comme lui. Des hommes qui peuvent l'accompagner. Pour que finalement, on puisse effondrer la pauvreté dans notre pays. Et cela est possible si on se fait confiance mutuellement. Merci. Mais ne tardons pas, n'est-ce pas, notre regard, notre réflexion dans un écosystème politique où tout est pourri, où chacun vient dire des déclarations globales, globalisantes, holistiques, mais sans apporter véritablement des preuves de ce que lui peut faire pour changer ce pays qui est dans une situation difficile. Alors, merci bien, Norbert Yamba, directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci en tout cas pour l'invitation. Alors, madame, messieurs, vous le savez très bien, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et continuez toujours à nous faire parvenir vos préoccupations, vos questions. La porte d'Info 7 reste toujours ouverte à tout le monde. Occasion pour moi de souhaiter joyeux anniversaire à mon père, l'apôtre Léopold Mutombo. Que Dieu vous bénisse et longue vie à vous. Et surtout, joyeux anniversaire, apôtre. Il est de mon âge. Il est de mon âge. Ah, ok, merci. Et surtout aussi, bon rétablissement au président de Congo Web Télévision qui a échappé à un attentat. Oh. Oui, là, notre intelligence artificielle, je vous salue. Gabi Chabani, alors de cœur avec vous. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Madame, messieurs, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Info 7. Ah bon, c'est l'heure. Au revoir.